C'est tout simplement incroyable. SpaceX vient de battre son propre record de vitesse de remplissage pour le booster Super Heavy. Le test a eu lieu sur le Launchpad 2 at Starbase où le booster 19 a subi une opération de remplissage à une cadence presque 10 fois plus rapide que celle d'une Falcon 9. Et il faut bien garder une chose en tête, il ne s'agissait que d'un test. Pourtant, il révèle déjà l'énorme potentiel de ce nouveau pas de tir, ce qui amène une question fascinante. À quelle vitesse une véritable campagne de lancement pourrait-elle se dérouler? Et surtout, quelles améliorations en coulisses ont permis d'atteindre une vitesse de remplissage aussi impressionnante? On va tout décortiquer dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Le booster 19 version Block 3 du Super Heavy vient de franchir une étape majeure dans l'histoire de l'aérospatiale. Le 10 mars 2026, SpaceX a réalisé avec succès son tout premier test de remplissage cryogénique sur le pad 2 à Starbase. Il s'agit de la toute première opération effectuée sur ce nouveau pas de tir, une étape essentielle en vue du Flight 12, la mission qui devrait marquer les débuts du Starship Block 3. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut regarder de près ce qui s'est réellement passé pendant le test. Tôt le matin, SpaceX a commencé par tester les nouvelles grilles fins. Ces versions améliorées intègrent des lifting pins. En parallèle, la mise à l'évent des réservoirs d'ergols a rapidement rempli le site de grondement profond. D'épais panaches blancs ont envahi le pas de tir tandis que les gaz étaient à libérer pendant la séquence de remplissage. L'opération a débuté par une phase de chill down. Cette étape consiste à refroidir les réservoirs et les conduites d'ergols jusqu'à des températures cryogéniques afin d'éviter une ébullition rapide lorsque les ergols extrêmement froids commencent à circuler. Ensuite, de l'oxygène liquide ou LOX et du méthane liquide LCH4 ont été pompés depuis la nouvelle tank farm du pad 2. La capacité de pompage et de refroidissement profond y est environ 2 fois supérieure à celle du pad 1. Résultat, la phase principale de chargement du LOX dans le booster n'a duré qu'environ 30 minutes. Et il faut rappeler un chiffre impressionnant, le booster Super Heavy transporte une quantité gigantesque d'ergols, entre 3400 et 3650 tonnes au total. Cela comprend environ 2700 à 3000 tonnes de LOX et près de 700 tonnes de méthane liquide. Pendant l'opération, le givre s'est étendu sur presque toute la surface du booster. C'est un signe clair que le réservoir de méthane monte jusqu'à la section des grids fins. Une fois les réservoirs remplis, le système est rapidement passé à une phase de dépressurisation et de mise à l'évent. Il est également possible que SpaceX ait réalisé un test de spin prime en faisant tourner les turbopompes sans allumage afin de vérifier leur comportement. Mais ce qui a surtout surpris les observateurs, c'est la fluidité de toute l'opération. Puis sont arrivés les chiffres. Après analyse des données, SpaceX a découvert quelque chose de remarquable. La vitesse de remplissage a été décrite comme totalement folle. Le débit moyen atteignait environ 100 à 120 tonnes par minute et à certains moments, il aurait dépassé 1 à 5 à 2 tonnes par seconde. Cela établit un nouveau record, non seulement pour Starship, mais peut-être pour n'importe quel véhicule jamais exploité par SpaceX. Au total, la séquence de remplissage du booster 19 n'a pris qu'environ 30 minutes. Pour comparaison, le booster 16 sur le pad a nécessité environ 40 à 45 minutes, rien que pour le chargement principal du LOX dans le booster et près de 3 heures pour la séquence complète de remplissage. Avec booster 19, ces durées sont tombées à 30 minutes et environ 2 heures et demie et la comparaison devient encore plus frappante lorsqu'on regarde la Falcon 9. Cette fusée transporte seulement 400 à 500 tonnes d'ergols, un mélange de LOX et de RP1. Pourtant, sa procédure de remplissage avant lancement dure elle aussi environ 30 minutes. Autrement dit, SpaceX vient de réussir à transférer près de 10 fois plus d'ergols en pratiquement le même temps. Un chiffre absolument hallucinant. Alors comment ont-ils réussi à atteindre une telle vitesse? La réponse est en réalité assez simple. Lorsque SpaceX a construit le Launchpad 2 at Starbase, l'entreprise a intégré toute une série d'améliorations directement dans les systèmes au sol. L'objectif était clair, optimiser le flux d'ergols du début à la fin. Toute la procédure de remplissage s'articule autour de 3 étapes clés. D'abord le refroidissement des lignes, ensuite le chargement des ergols depuis la tank farm à travers le système de Quick Disconnect vers
vers le véhicule et enfin la phase de remplissage finale suivie du détachement du QD juste avant le décollage. Voyons cela étape par étape. La première phase est le subchilling, autrement dit le refroidissement profond des ergols. C'est l'une des technologies centrales qui a reçu des améliorations majeures sur le Pad 2. La Tank Farm comprend désormais de grands systèmes de refroidissement appelés subcoolers. Leur rôle est d'abaisser la température des ergols jusqu'à un niveau proche de leur point de congélation. Cela augmente leur densité d'environ 10 à 15% par rapport à des conditions cryogéniques classiques. Des ergols plus denses circulent plus facilement et permettent un remplissage plus rapide sans formation de bulles de vapeur qui pourraient provoquer de la cavitation et perturber les pompes. Le Pad 2 a également doublé sa capacité de pompage et de refroidissement par rapport au Pad 1, ce qui permet d'atteindre des débits beaucoup plus élevés pendant toute la séquence de remplissage. La deuxième amélioration concerne l'infrastructure de pompage elle-même. Le Pad 2 ne partage pas entièrement les mêmes systèmes d'ergols que le Pad 1. À la place, il dispose de sa propre ferme de pompe située dans la section de la Tank Farm la plus proche du pas de tir. Ce pad possède ses propres pompes d'oxygène liquide et de méthane liquide, ainsi que des systèmes de subrefroidissement dédiés. La configuration est d'ailleurs différente de celle du Pad 1. Le premier pad utilise 5 pompes LOX avec 8 subcoolers ainsi que 4 pompes de méthane associées à 4 subcoolers. Le Pad 2 utilise en réalité moins de subcoolers, mais ils sont beaucoup plus grands et plus puissants. On compte seulement 3 unités au total, 2 pour le LOX et 1 pour le méthane. Cette conception reflète les leçons tirées de dizaines de tests précédents. Elle fonctionne également avec des conduites d'alimentation plus larges et une capacité de subrefroidissement nettement améliorée. Une autre amélioration majeure se situe à l'interface entre le pas de tir et le véhicule. Le Pad 2 utilise désormais 2 connecteurs Booster Quick Disconnect ou BQD au lieu d'un seul sur le Pad 1. Ces connecteurs disposent aussi de capots allongés conçus pour s'adapter à la nouvelle configuration de plomberie. Résultat, les connexions sont plus rapides et les points de restriction entre le système au sol et la fusée sont réduits. Les ergols peuvent ainsi circuler de manière plus directe et beaucoup plus efficace vers le booster, mais les systèmes au sol ne sont qu'une partie de l'histoire. Le véhicule lui-même a également été redessiné. La version 3 du Super Heavy introduit une nouvelle architecture de distribution des ergols. L'un des changements majeurs est la suppression du grand tube central de transfert de LOX qui traversait auparavant le réservoir d'oxygène dans les versions précédentes. À la place, SpaceX a installé un tube de descente de méthane beaucoup plus large. Son diamètre est à peu près comparable à celui du booster de la Falcon 9. Ce conduit élargi permet d'acheminer le méthane beaucoup plus efficacement vers les 33 moteurs Raptor situés à la base du booster. Il réduit aussi les turbulences, les pertes de pression et les phénomènes de cavitation pendant le remplissage à grande vitesse. En parallèle, le réservoir de LOX destiné à l'atterrissage a été déplacé. Au lieu d'entourer le tube de transfert comme auparavant, il est maintenant monté sur le côté sous forme de header tank. Cette configuration améliore la fiabilité pendant l'atterrissage en réduisant les risques de mouvements violents des ergols ou de manque d'alimentation des moteurs lors de la phase finale de descente. Et indirectement, elle simplifie aussi le système de conduite au sol, ce qui facilite le maintien d'un flux d'ergols stable pendant un remplissage rapide. La version 3 transporte également davantage d'ergols au total. Les réservoirs ont été allongés, en particulier celui du méthane, afin de maintenir le bon ratio oxygène-carburant. La capacité totale atteint désormais environ 3400 à 3650 tonnes contre environ 3200 à 3400 tonnes pour le bloc 2. Autrement dit, le booster emporte encore plus d'ergols qu'avant tout en réussissant à charger l'oxygène liquide plus rapidement que la génération précédente. C'est typiquement la méthode SpaceX. Lorsqu'ils améliorent un système, ils ne modifient presque jamais un seul élément. Ils modernisent l'ensemble de l'écosystème depuis le pas de tir jusqu'à la fusée elle-même. Alors réduire le temps de remplissage à seulement quelques dizaines de minutes, est-ce vraiment si important? La réponse est oui. En réalité, cela pourrait même représenter l'une des avancées les plus cruciales pour le Starship.
Aujourd'hui, les lancements de Starship sont encore espacés de plusieurs mois, mais en février 2026, Elon Musk a déclaré publiquement sur X que dans les 3 prochaines années, SpaceX vise un rythme de lancement d'un vol par heure. Certaines journées pourraient même dépasser 24 lancements en 24 heures. Un tel rythme est tout simplement impossible sans un chargement d'ergol extrêmement rapide. Si le remplissage reste lent, un booster qui vient tout juste d'être récupéré par Mekazila devrait rester immobilisé au sol pendant des heures en attendant d'être ravitaillé. Et cela suffirait à transformer tout le système de lancement en véritable goulot d'étranglement.